Voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bienvenue au comptoir des mots pour cette soirée de notre cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes qui en est déjà à sa 5e saison. Je suis Marie, directrice du comptoir des mots et animatrice de Girls Power, et je vous présente Rim, ma nouvelle collègue qui est notre spécialiste de littérature étrangère et qui reprend nos rayons poésie et théâtre, avec qui j'ai donc préparé cette soirée. Ce soir, on va parler poésie et poétesse à l'occasion de la parution de Je serai le feu, une anthologie subjective autour de 50 poétesses choisies et illustrées par Digli. Bienvenue à toi. Merci. Alors nous, on est particulièrement contentes car on a suivi toute ton aventure éditoriale pour créer cette anthologie. On en a parlé, je crois que la première fois, c'était quand tu es venue. Je crois que c'était déjà le sujet, un des sujets qu'on avait abordé quand tu es venue la première fois il y a 4 ans. C'était presque jour pour jour parce que c'était le 11 octobre 2017. Ah oui. Ouais. Pour Libre. Pour Libre. C'était pour Libre avec Ovidie. On en avait aussi reparlé là en juin quand tu es venu pour Ressac. Donc nous, on a suivi la création de très près. Du coup, on est bien content de pouvoir faire une soirée autour de ces livres-là. Alors, c'est moi qui lance le bal des questions. Je vais commencer par une question simple. Tu parles dans l'introduction de ton anthologie subjective, j'ai envie de dire, de la relation assez proche que tu as toujours eue avec la poésie et du fait que c'est quelque chose qui t'a accompagnée dès l'enfance. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça ? Oui, effectivement, c'est un... Alors, je sais pas, oui, on m'entend correctement. C'est un univers qui m'était assez familier. Ma grand-mère maternelle, en fait, elle récitait du Rimbaud toute la journée, donc je l'ai toujours entendu réciter ma bohème. Donc ça, c'était un peu une litanie comme ça en fond de mon enfance. Du coup, forcément, ma maman, qui est sa fille, était sensible à la poésie. Elle, c'était Éluard, donc il y avait des mots, des poèmes d'Éluard qu'elle recopiait à la peinture, qu'elle encadrait pour décorer la cuisine. Enfin, on était sur des trucs hyper créatifs. Son compagnon, mon beau-père, à qui j'ai dédié Ressac, très sensible aussi à l'écriture, qui lui écrivait des petits haïkus dans la maison qu'il cachait pour ma maman. Donc assez tôt, j'ai eu accès au fait qu'on pouvait parler sous forme de vers, qu'on pouvait s'exprimer par la parole, qu'on pouvait s'exprimer par le livre, et qu'entre les deux, il y avait le poème. Parce que moi, le poème, il m'est d'abord arrivé par le fait de l'entendre déclamer avant que je sache lire. Et ça c'est quelque chose qui continue de me plaire, de cette oralité du poème, le son, la musique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet de cette anthologie, de réunir à la fois des biographies de poétesses, mais aussi quelques poèmes du coup qu'elles ont écrits? Oui, alors je le dis souvent, mais beaucoup le savent. Hein, c'était long. Comme tu l'as très bien dit, finalement le projet il a commencé à émerger en 2017, octobre 2017. Donc effectivement, ça fait 4 ans. Puisqu'à ce moment-là, je me suis lancée dans un défi dessiné qui était le Inktober, qui est un défi où on dessine un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre, et beaucoup de dessinateurs dans le monde entier y participent, et ça permet de faire connaître un peu nos dessins. Et à ce moment-là, moi, je me dis, il va falloir que je tienne pour 30 jours, 30 idées, comment je vais me motiver pour avoir envie de dessiner tous les jours. Et à ce moment-là, je venais d'avoir cette petite épiphanie triste qui était de constater que je n'avais jamais lu de poétesse. Alors que, comme je viens de le dire, j'ai quand même été au contact de la poésie assez facilement dans ma vie. Je n'avais lu aucune poétesse. Donc j'étais en plein, moi, dans ce constat-là. Et j'étais en plein en train d'ouvrir les portes un peu en cherchant, mais alors, où sont-elles? Qui sont-elles? Et tout a démarré avec Anna Akhmatova, qui est la raison pour laquelle c'est son visage qui figure en couverture du recueil, où j'écoute une émission littéraire dans laquelle il y a Christian Bobin, qui est poète lui aussi, et on lui demande qui sont ces 3 écrivains et écrivaines tout confondus qu'il préfère. Et il cite Anna Akhmatova, et je me dis, mais qui est-ce ?
Et il en parle, et il dit mais c'est une poétesse incroyable. Et puis tout le monde sur le plateau hoche la tête. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi je me dis mais qui est-elle? Donc tout est parti de là. Et on arrive à ce mois d'octobre 2017 et je me dis finalement pour me motiver, je vais partir à la recherche de femmes poètes. Donc à ce moment-là, tout est bon. En plus, il y a le côté urgent d'avoir à finir un dessin par jour. Donc je fais ça vraiment sans compter mon temps. Je fais ça la nuit. Un peu dans une fièvre, quoi. Il y a un côté, en plus le mois d'octobre qui est un des mois que je préfère, très très calme, très witchy. Il y avait vraiment une atmosphère que j'aime beaucoup et je passais mes nuits, j'allumais une bougie parfumée, je mettais un podcast France Culture où quelqu'un déclamait les poèmes de la poétesse dans le meilleur des cas et je dessinais à l'encre. Et ça a donné les 20 premiers dessins de ce qui allait devenir un livre. Et entre ce moment-là et le livre, il y a eu plein d'errances, il y a eu chercher où le publier, très très difficile. Moi, je suis tout de suite allée vers les grandes maisons parce qu'en me disant, elles sont chez Gallimard par exemple, donc ça me paraissait logique. J'ai eu Actes Sud, j'ai eu beaucoup de gens au téléphone avec qui j'ai pas eu Gallimard au téléphone puisqu'ils ne m'ont jamais rappelé, mais j'ai eu des éditrices très intéressantes qui m'ont beaucoup parlé, mais qui me disaient, on n'est pas sûr qui est la cible pour ce genre de texte. Je nous laisse admirer l'ironie. Et là, je suis hyper émue parce que il y avait une forme de gouffre entre la réalité que moi je percevais, intime, qui était la réaction de ma communauté sur ces dessins, puisque du coup, au fil des jours, je postais, les gens répondaient, réagissaient. Je voyais une vraie curiosité, une vraie sensibilité, une soif aussi. Et par ailleurs, le monde éditorial qui était un petit peu plus frileux et je le comprends parce qu'effectivement, si on regarde juste les statistiques, les ventes, la mise en avant, c'est vrai que la poésie a tendance à pas être très mise en avant en France. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'elle est pas mise en avant aussi parce qu'il y a pas beaucoup de projets novateurs autour j'étais un peu entre deux extrêmes. Et puis il y a eu la rencontre avec La Ville Brûle. Où vraiment, grâce à Myrion Mal, qui est une autrice BD, qui est une amie et qui me dit écoute, moi je travaille là-bas et ça se passe très bien, je peux te donner son contact, le contact de Marianne en l'occurrence. Et là, le projet a pu naître, où vraiment on a posé les choses, on a parlé de ce dont on avait envie et il y avait la question de l'objet, de quel objet on veut faire. Et moi, c'était tout de suite certain que je voulais qu'il y ait mes illustrations, que je voulais que ce soit un objet un peu qui fasse le pont entre l'univers dessiné et l'univers poétique. Et là, on était donc, je pense, tout début 2019. Et du coup, on a des questions à te poser justement sur comment tu produis tes dessins, comment tu dessines. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la structure du livre, parce qu'il a une structure qui est quand même assez particulière. T'as divisé un peu, tes poétesses en 8 catégories. Et du coup, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu déjà qu'est-ce qui les unit pour toi, comment t'as choisi, parce que du coup, en fait, on les découvre et on s'en aperçoit qu'il y en a beaucoup, il y en a encore plus. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as sélectionné celle-ci et pas d'autres? Moi, j'aimerais bien savoir aussi s'il y a un choix d'époque en particulier. La question, elle est pas innocente parce que tu dis aussi que t'as quand même une prédilection pour une certaine période. Du coup, est-ce que ça s'articule ou pas autour de ça? Et voilà. Et puis, évidemment, je suppose qu'il y a vraiment un lien très affectif et du coup, si tu peux un peu nous parler de tout ça. Oui, évidemment. En fait, l'idée des familles, c'est aussi venu de Marianne, mon éditrice, qui au moment au tout démarrage du projet, au moment de réfléchir justement à sa structure, me dit peut-être que pour les ranger d'une manière un peu plus sensible, il serait sympa que tu les rassembles autrement que chronologiquement ou alphabétiquement, pour sortir justement du côté universitaire que je ne voulais pas du tout. Et donc là, je me retrouve à devoir classer selon des thématiques ou des sensibilités. Et évidemment, au départ, je me dis, mais ça va être impossible, comment faire? Donc j'ai relu ma sélection, qui était une sélection qui n'était pas encore terminée. Il y en a que j'ai rajouté après coup. Mais quand même, pour avoir un peu des tangentes, donc... je pense que par rapport à, si je prends des exemples, mais je prends les filles de la Lune, qui est la première famille. Bon, moi, j'ai nommé ça les filles de la Lune, mais en gros, ce sont les poétesses lyriques. Donc, c'est celles pour lesquelles j'ai aimé des poèmes qui parlent de la nature, qui décrivent vraiment la nature dans ce qu'elle a de poétique et dans ce qu'elle a de mélancolique parfois. Mais c'est vraiment le vocabulaire de la nature. Les prédatrices, juste après, là,
C'est vraiment une écriture du corps, une écriture de la sensualité, de la sexualité parfois, parfois dans leur vie, mais la plupart du temps dans leurs poèmes, qui se sont emparés de l'érotisme à des époques, pour la plupart, où c'était absolument... je pense, Nathalie Clifford Barney, par exemple, qui tenait le salon de l'Amazone, au début du siècle, et qui était une lesbienne notoire, qui n'a jamais voulu se marier de sa vie, et quand on l'a forcée à se marier, elle disait ok, mais ce sera avec, j'ai oublié son nom, mais c'était le compagnon d'Oscar Wilde. Donc il y avait comme ça, il y en a certaines qui dégagent une espèce de... Il y a Jumana Haddad aussi, enfin qui sont dans une sensualité exacerbée et revendiquée. Donc voilà, j'essayais d'identifier un petit peu, comme si on avait dû faire des familles et qui irait avec qui. Alors c'est tout à fait subjectif, et puis évidemment ça va aussi plutôt avec la sélection que je fais de leurs poèmes que l'entièreté de leur travail. Mais et au moment de la sélection, il y en a certaines que j'ai enlevées parce que je n'avais pas assez d'informations. C'est arrivé qu'après coup, pour Inktober ça allait, mais pour un livre j'avais pas assez. Certaines pour lesquelles l'identité n'était pas claire. Je pense à André Sodenkamp qui était dans mon Inktober mais qui n'est pas dans le livre parce que au dernier moment j'arrivais pas à me procurer ses recueils. Et pour la plupart quand même, toutes celles que j'ai sélectionnées, c'est des femmes dont j'ai réussi à acheter les livres ou au moins les avoir entre mes mains pour ne pas m'en tenir à un forum internet. C'était important. Et donc il y a eu ça, voilà, le côté est-ce que j'ai assez de choses à dire, à donner, à lire sur elles. Et à l'inverse, il y a aussi des femmes dont j'avais les œuvres mais que je n'ai pas mises parce qu'elles ne m'ont pas touchée moi personnellement. Je pense à Louise Labbé, qui est une des plus connues. Quand on parle de poésie, c'est un nom qui revient assez facilement. En plus, elle est lyonnaise, je suis lyonnaise, donc j'aurais pu tout à fait la mettre, mais en toute honnêteté, aucun de ces poèmes ne m'a transcendée. Donc c'est vraiment... Mon fil rouge, c'était qui j'ai envie de vous faire lire. Et non pas voici toutes les poétesses du monde. Il y a énormément de manques. Et tu parlais des époques. Oui, c'est évident que la moitié du livre, ce sont des femmes qui sont nées au XXe siècle. Hein. Et l'autre moitié, il y en a 7, je crois, non, moins, 4 ou 5 seulement, qui n'ont pas connu 1900, qui sont mortes à la toute fin du 19e siècle, donc qui n'ont pas connu le 20e. Mais donc, l'ensemble du livre, c'est quand même... mon cœur de cible, vraiment l'endroit où je suis bien, où je suis chez moi, c'est de 1900 à 1930, à la limite 1890 jusqu'à 1930. C'est vraiment mon noyau dur, quoi. Puis il y a le surréalisme aussi beaucoup. Où, le surréalisme, c'était important parce que j'avais beaucoup travaillé dessus. C'est une période qui m'avait... Plus que le surréalisme, d'ailleurs, au départ, c'était vraiment Dada, les idées de Dada et cette modernité, en fait, au début du siècle. Et Marcel Duchamp, Un jour, toujours. Et donc, j'ai baigné dans cet univers-là longtemps. Et j'ai croisé aucun nom de femme pendant toutes ces années. Donc j'ai lu Éluard, j'ai lu André Breton, je me suis renseignée sur Soupeau, après plus tard sur Dali, etc. Et je croisais jamais de nom féminin, jusqu'à ce que je lise une biographie de Dominique Bonnat. C'était la biographie de Gala, qui a été la compagne de Dali, mais avant ça, la femme d'Éluard, et à qui Éluard a dédié tous ses premiers poèmes. Et je plonge là-dedans, biographie fabuleuse, comme toutes les biographies de Dominique Bonnat. Et là, arrivent les femmes, tout doucement. C'est une écrivaine, hein, c'est une biographe écrivaine femme, et je pense que ça n'est pas un hasard. Et là, je tombe sur Simone Kahn, par exemple, la femme d'André Breton, qui avait une cousine, Denise Lévy, qui a traduit. Et donc, tout à coup, petit à petit, arrivent les écrivaines de ce mouvement. Meret Oppenheim, hop, je tombe un jour sur son nom dans un musée, je le note. Non, c'était sur un documentaire Arte. Et en fait, pendant ces 4 ans, à chaque fois que je croisais le nom d'une femme, dans le cadre de la poésie, je notais son nom. Et je le raconte dans le livre, mais pour Irine, par exemple, qui est l'une de mes poétesses, je me balade au musée Magritte et je vois un portrait de femme, donc peint par Magritte, qui me plaît beaucoup. Donc je me dis, tiens, sympa. Bon, je regarde la légende et je vois Irine. Donc, je dis, bon, Irine, je note. Bon. Et plus tard, dans la même exposition, je vois des cadavres exquis, comme ils faisaient beaucoup à l'époque. Et sur le petit cartel, c'est marqué cadavre exquis de Magritte, je ne sais plus quel autre peintre, et Irine. Là, je me dis, mais donc elle crée ? Qui c'est cette Irine ? Et là, hop, je rentre chez moi, et le soir, je la googleise.
Je découvre, je pense 3 lignes, il y avait peu de choses. Je commande des livres. Donc là, mes meilleurs amis pendant ces 4 ans, c'était vraiment les libraires d'occasion. Et j'en ai 2 qui m'ont énormément aidée, dont une à qui je rends hommage dans le livre, qui était Le Pont Traversé, qui est une librairie qui a fermé. Et voilà, et je notais. Et un jour, 2 ans après, je me balade au musée à Paris des manuscrits, ou alors non, c'était à la BNF. Je fais une expo à la BNF sur les vieux papiers, ma passion. Et là, je tombe sur une lettre sadomaso adressée à Irine. Et je me dis, mais bon sang, la voilà encore. Donc pendant 4 ans, j'étais une sorte de radar ambulant. Et dès qu'il y avait un nom que je ne connaissais pas, je le notais, je cherchais un livre, je l'achetais, je le lisais. Et je me suis constitué ma liste comme ça. Ça a dû être... Enfin, du coup, c'est un travail phénoménal, quoi. C'est vraiment... mes étagères n'ont plus de place. Puis un budget, parce que les livres plus édités. Alors, c'est là que c'était assez intéressant aussi de voir qui avait de la valeur. C'est très bizarre, ça, le prix des choses. Alors, on pourrait partir sur le prix de l'art tout court. Mais en tout cas, pour les livres anciens, il y a des cotes. Et alors, un livre d'Éluard, ça va valoir 3 000 €. Et un livre de, Cécile Sauvage, ça va en valoir 50. Et je me disais, mais waouh, c'est-à-dire que alors, tant mieux, parce que j'ai pu tout acheter. Mais le sexisme a du bon. Mais c'était assez effrayant. Certaines sortaient du lot. Je pense à Joyce Mansour. Elle était cotée sur le marché. Il y avait des espèces de reconnaissance tacite d'un milieu un peu souterrain. Qui est-ce qui a pu être reconnu? Ouais, vraiment, Joyce Mansour, c'était une de celles qui était difficile à trouver et un peu reconnue. Mais oui, c'était une obsession. Et heureusement, je suis tombée sur une anthologie pendant une brocante à Paris, chez une copine. On va se balader un dimanche et je tombe sur une anthologie de poésie féminine qui s'appelle 8 siècles de poésie féminine par Jeanne Moulin, qui est elle-même poétesse. Je tombe là-dessus. Et là aussi, ça m'ouvre encore un pan immense de références. C'est grâce à elle que j'ai découvert Angèle Vanier, par exemple, qui était un de mes coups de cœur incroyables. Donc là aussi, je lisais le recueil et puis je cochais. Et quand j'avais un nom, j'allais chercher. Et ça s'est vraiment fait par des hasards. Et j'allais sur les... Donc je pense à une autre librairie de livres anciens à Paris qui s'appelle Le Feu Follet. Et ils ont un site internet qui recense tous leurs livres. Et donc je suis allée dans la catégorie femmes écrivains. Et j'ai fait dérouler les milliers de pages. Et dès qu'il y en avait une, je cliquais, je Wikipédiais, je commandais l'ouvrage si ça m'intéressait, et voilà. Je sens le mélange d'admiration et de jugement. Non, parce que justement, je me dis, mais j'aimerais tellement avoir le temps de faire ça. Non, et en même temps, je tique beaucoup sur cette histoire de prix, effectivement, parce que nous, quand on fait de la librairie de livres neufs, on est encadré, parce que en France, il y a une loi sur le prix unique du livre. Donc, c'est pas nous qui décidons, c'est pas les libraires qui décident du prix. Le prix est le même partout, mais effectivement, dès lors que le livre est d'occasion ou en rupture de stock, là, du coup, c'est la jungle, quoi, ouais. En gros. Ouais. Donc, effectivement, mais ça, du coup, c'est très, très révélateur. Ah mais complètement, et c'est très révélateur de voir qu'en effet les femmes ne coûtent pas cher sur le marché de l'art. C'est en train de changer par la revalorisation, les expositions qu'il y a en ce moment, etc. Donc je le vois dans le milieu des collectionneurs que les prix montent. Donc ça veut dire qu'une forme de reconnaissance universelle est en train de se faire doucement. Mais oui, c'était significatif, vraiment. Et alors sur le titre Je serai le feu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on est arrivé à choisir ce titre-là? Parce que nous, ça nous a fait écho à beaucoup d'autres textes qui sont parus ces dernières années. Mais pas que des textes. Il y avait le festival qui a été organisé par Gang of Witches qui s'appelait Burn the Patriarchy, qui a eu lieu il y a quelques années. Il y a eu là le livre de Wendy Delorme avec Viendra le temps du feu. Feu de Maria Pourchet, Mise à feu de Clara Isé, l'anthologie de féminisme qui sort demain, Feu, coordonnée par Elsa Dorlin. Il y avait le film Portrait de la jeune fille en feu. C'est vrai. Il y a le Feu Follet. Et il y a le Feu Follet, du coup, cette librairie. Et Marguerite Yourcenar a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Feu au pluriel, qui est sublime aussi. Alors, donc là, il faut dire quand même que Je serai le feu, c'est un vers de Claude de Burine, qui en entier est Si l'on m'aborde, je serai le feu. Et alors pour le titre, là aussi, Marianne m'a guidée. Elle m'a dit, écoute,
isole quelques vers que tu aimes et qui sonnent comme des titres, des vers courts. Bon. Donc j'avais dû faire une liste avec 8-10 idées et parmi elles, Je serai le feu. Ou peut-être même que j'avais mis Si l'on m'aborde, je sais plus. Et je crois que c'était le choix de préféré de Marianne. Et moi, comme c'était tous des choix que j'avais aimés, j'ai dit bah ok. Puis avec La ville brûle, bon, il y avait quand même une histoire de feu. Et puis maintenant que c'est fait, maintenant que c'est choisi, oui, bien sûr, je vois cette analogie avec le feu. Le feu, ça détruit. Tout comme ça donne la vie. Il y a une puissance dans le feu qui est terrorisante et empouvoirante en même temps. Il y a un côté lumière aussi. Ça remet la lumière aussi sur ces femmes. Ça nous permet, avec le doré de la couverture, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui prend vie en fait avec ce feu. Et moi qui suis, alors c'est ma phobie le feu, hein, donc c'est pas moi qui allais aller vers ça. Et finalement, j'y vois vraiment quelque chose d'empouvoirant pour dire les mots un peu du moment, mais ça donne de la puissance quelque part, ce feu. Et du coup, quelque chose qui pourrait être une forme de continuité avec le feu aussi, c'est à la lecture du recueil et des textes. Je trouve qu'il y a quand même une dimension érotique qui est assez prégnante. Il y a quelque chose de très charnel, parfois quelque chose de lesbien aussi dans les amours qui sont évoqués. Alors, je veux pas du tout enfermer les poétesses, et d'ailleurs tu le dis très bien dans ton livre aussi, en disant en fait les femmes elles écrivent toutes sur les mêmes sujets, un peu le même genre de choses, parce que là il y a une véritable hétérogénéité. Cependant, moi j'ai lu quand même beaucoup de poésie, j'en ai depuis très longtemps aussi, et je me souviens qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué chez Apollinaire ou chez Mayakovsky, quelque chose qui était aussi très charnel, très sexuel. Apollinaire, moi ça m'a à 16 ans lire les poèmes à Lou, c'est ça. Moi je pensais à ça. J'avais chaud sous la couette. Ouais. Et moi je pensais précisément au poème à Lou, et je me souviens aussi de poèmes de Mayakovsky dédiés à Lily Brick ou ce genre de choses où là c'est pareil, c'est très cru quoi. Et en même temps, je me souviens pas de quelque chose qui soit une ligne qui traverse autant les poètes que j'ai lus. Alors du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ça. Est-ce que c'est parce que toi, t'as un peu une prédilection pour aussi cette sensibilité, et c'est ça il y a quelque chose qui t'a un peu guidé dans le choix des poèmes, ou est-ce que tu penses qu'il y a un peu autre chose derrière ça? De toute façon, oui, c'est forcément guidé par mon choix, parce que ne serait-ce que dans les poèmes que je choisis, peut-être que sur les 2 poèmes que je vais donner à lire, ils seront peut-être pas significatifs de l'ensemble de l'œuvre. Oui, de toute façon, l'érotisme, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, sur lequel je réfléchis, que ce soit avec ma collaboration avec Ovidie, pour Libre, mais aussi pour son... Elle a fait un podcast, qui est pas un podcast, mais une émission de radio en 4 épisodes, c'était un LSD, je crois, sur l'absence de sexualité, le fait de quitter la sexualité hétérosexuelle quand on est féministe, et auquel j'avais participé. Donc c'est des questions qui m'habitent, voilà. Et alors, c'est drôle que tu aies ressenti ça. Je pense que je dois pas avoir le recul nécessaire pour le voir. Je le vois bien sûr chez mes prédatrices, hein, c'est évident. J'avais pas l'impression que c'était si présent que ça, mais maintenant que tu le dis, ça doit très certainement être vrai. Je dirais plus que la sexualité, la question du corps. Alors ça, vraiment, c'est un vrai sujet. En tant que dessinatrice, d'une part, comment moi je dessine ce corps, dans quelle mesure je le dessine nu ou pas. Et ça, j'en parlais hier soir dans la rencontre que j'ai faite, mais la nudité n'est pas toujours sexuelle, et surtout pour les dessinateurs et dessinatrices, elle est aussi la charpente, elle est aussi la mécanique de l'humain. Donc quand on apprend à dessiner le corps, les articulations. Donc il y a un vrai plaisir en fait à dessiner les corps nus avant de les habiller. Et au moment où on choisit un vêtement, on fige dans une époque. On fige, et c'est un choix qui va typer et qui va, et parfois c'est un choix très difficile. Donc souvent, par flemme, je préfère laisser les corps nus. Et parfois, ça ne me correspond pas. Et par exemple, je l'ai dit hier, mais je pense que c'est pas mal de le redire ce soir. J'avais fait pour Ingeborg Bachmann. Alors je ne sais pas si je vais retrouver son image. Quand je l'ai fait pour Inktober, je l'ai faite nue, pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que c'était très agréable. Et
Et pour le livre, au moment de reprendre mes dessins, je me suis dit, en fait, ça ne lui ressemble pas, parce que pour le coup, ça n'est pas du tout quelqu'un qui est allé vers l'érotisme, beaucoup vers l'amour, et l'amour un peu sacrifié, mais pas tellement l'érotisme, en tout cas pas dans sa poésie. Donc j'ai repris mon dessin et je l'ai habillé. C'est vraiment, ça a été... je me suis dit, là, je suis pas à ma place de la montrer nue. Alors que Gérard Douville, bon... elle était prise nue par Pierre-Louis, ça avait du sens de la dessiner nue, de montrer cette partie d'elle qu'elle revendiquait, dont elle s'amusait. Donc moi là, il a fallu faire des choix sur cette sensualité, qu'elle ne soit pas, qu'elle ne piège pas, qu'elle n'enferme pas les poétesses dans quelque chose qui ne leur ressemble pas. J'essaye de voir s'il y en a une qui pourrait me... J'ai l'impression que je me le suis autorisé. René Vivien aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le désir. Je me suis autorisé des images érotiques, ou en tout cas teintées d'érotisme, quand il me semblait que ça faisait partie des vers. Mais donc il y a le corps d'une part qui m'intéresse, et l'amour, le rapport à l'amour, au couple, les formes amoureuses. Et tu l'as dit au début, mais je trouvais très important et intéressant et fascinant et inspirant de parler des amours féminines et de parler de lesbianisme, que le mot soit posé, qu'on ne dise pas c'est sa grande amie. J'ai lu trop de biographies où, et je me souviens plus du titre, Si j'ai un tel désir. C'était un livre sur la mère de Benoît de Groux, qui était à l'amante de Marie Laurencin. Marie Laurencin, qui était une peintre début de siècle et qui avait été avec Apollinaire. Et en fait, ces femmes, elles se sont aimées. Elles se sont désirées, et à tel point que Marie Laurencin lui disait « Je suis le père de ta fille, Benoît ». Et elle a élevé Benoît comme une marraine, mais en fait comme une deuxième maman. Elle-même n'a jamais eu d'enfant. Et pourtant, dans le livre, c'était beaucoup nommé comme une amitié amoureuse, comme... on sentait que le mot amour, désir ou lesbianisme était un peu proscrit. Là, j'avais pas envie que ce soit le cas. Pour des femmes comme René Vivien ou Nathalie Clifford Barnet, ça semblait, ou même Audre Lorde, ça semblait inconcevable de ne pas parler de ça. Et en des temps, pour le coup, pour René Vivien, ou même Lucie de la rue Mardrus aussi, qui a été mariée et qui, après la Première Guerre mondiale, elle s'est engagée en tant qu'infirmière, et quand la guerre s'est terminée, elle s'est dit non, mais en fait, non. Donc on va divorcer, je vais écrire mes livres, je vais faire mes traductions. Elle s'est dit, tiens, je vais traduire Edgar Allan Poe, alors qu'il avait été traduit déjà par Baudelaire et Mallarmé. Donc autant dire qu'ajouter à ça. Ah ben si, elle s'est dit non, mais moi je pense que je peux le traduire à nouveau. Et ça a été la première à le faire en vers à la française. Voilà, il y avait des tempéraments comme ça, j'avais envie de mettre l'accent dessus. C'est quoi les vers à la française ? Il me semble que le vers à la française, c'est la versification soit rimée, soit... Du coup, j'ai un doute. Je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, il y avait une écriture poétique américaine qui était, ou anglophone plutôt, qui n'était pas forcément rimée, qui n'était pas forcément avec un nombre de pieds défini. Et alors là, je sais plus, il faudrait regarder parce que vraiment je veux pas dire de bêtises, mais je sais plus si c'est une question de rythme et de pied ou de faire des rimes. Mais il me semble que c'est l'un ou l'autre, ou la combinaison des deux. Mais en tout cas, quelque chose qui était très français et qu'elle a appliqué à ce texte-là. Elle a présenté cet ouvrage qu'elle avait fait, donc elle avait retraduit Edgar Allan Poe, elle avait illustré elle-même avec des pastels, parce qu'elle faisait tout, elle jouait des instruments de musique, elle jouait aux échecs, elle faisait un peu tout. Et ce livre a tellement plu au salon de Nathalie Clifford Barnet, au salon de l'Amazone, elle l'a présenté un peu comme une curiosité, ça a tellement plu que Nathalie Clifford Barnet lui a dit « mais il faut absolument que tu traduises plus ». Tu parles anglais, profites-en. Et elle lui a dit, mais tu devrais traduire justement des femmes poètes parce qu'on ne les connaît pas ici en France et tu pourrais les faire arriver. Donc voilà, il y avait déjà cette question de rendre visible. Et ça, je m'en suis rendu compte au fil du livre. Plein de fois, je suis tombée sur des projets de femmes qui remontraient des femmes et qui les remontaient à la surface. Et c'est loin d'être la première anthologie féminine. En fait, je m'inscris vraiment dans un courant. C'est au moins la 5e, 6e. Malheureusement, il y en a encore besoin. C'est ça qui est terriblement triste. Est-ce que tu peux redire son nom pour si on... Là, tu viens de parler de Lucie. Lucie de la rue Mardrus. Voilà, qui est dans l'ouvrage.
et qui s'est mise donc à revendiquer son lesbianisme, son amour des femmes, qui essayait d'encourager les femmes à justement ne pas être coincées dans leur féminité, dans leur attente du regard masculin. Elle était contre la maternité, elle a pris position contre la maternité, elle était contre la religion, et d'ailleurs dans certaines traductions qu'elle a fait de certaines poétesses, elle enlevait les passages où ça parlait de maternité parce que ça la saoulait. Donc on peut tout à fait critiquer l'aspect déontologique de la chose, mais voilà, c'était un personnage, quoi. Et elle, encore une fois, alors que de son temps, elle était citée par Colette, par Rodin, par absolument toute la clique artistico-littéraire des années 30, elle a disparu. On y reviendra un peu après. Avant ça, je me demandais pourquoi est-ce que tu penses que ces femmes, alors il y en a certaines qui ont écrit sous d'autres formes, mais je me demandais pourquoi est-ce que tu penses que ces femmes, elles ont choisi la poésie comme moyen de s'exprimer. Aujourd'hui, là, on voit sur les tables, là, nous, dans la librairie, il y a pas mal de nouvelles poétesses, il y a pas mal de nouvelles voix qui écrivent. Il y a des poèmes très engagés et féministes. Je pense à Rupi Kaur, je pense à Kiemis, ou encore là, le recueil du coup d'encouragement de collectif qui vient d'être publié par l'Arche, qui est de Lettres aux jeunes poétesses. Du coup, voilà, j'avais cette double question de savoir pourquoi est-ce que tu penses que ces femmes-là ont choisi la poésie comme moyen de s'exprimer, et comment tu perçois ce nouvel intérêt qui mêle poésie et féminisme. Oui, c'est une bonne question parce que pour certaines, je pense à Marie-Jeanne Dury, par exemple, qui était une femme, une professeure brillante, qui a donné des tonnes de conférences, qui a fait des biographies. J'en parlais à mon grand-oncle cet après-midi, qui a 80 ans, qui était professeur agrégé de français, latin, grec, et qui me dit, mais bien sûr, Marie-Jeanne Dury, mais c'est elle qui a fait à laquelle j'ai assisté, enfin, c'est à l'une de ses conférences que j'ai assisté, sur Apollinaire, bien sûr, incroyable femme, etc. Il ne savait pas qu'elle avait écrit de la poésie. En fait, il y en a plusieurs Gérard Douville, c'est pareil, elle a été connue aussi pour des romans dans lesquels elle racontait, sous couvert de romans, ses propres histoires. Souvent c'était, alors c'est pas un à côté, c'est pas le bon mot, mais disons que c'était mené en parallèle, soit de manière un peu cachée, par exemple Marie Nizet, le recueil dont je parle dans le livre s'appelle Pour Axel, c'est un recueil qui est dédié à son amant qui a disparu, qui est mort, et c'est un recueil dans lequel elle crie sa douleur, l'absence du corps de l'autre, etc., et qu'elle n'a voulu publié qu'après sa mort, parce qu'elle avait trop honte justement du côté érotique que comportait l'ouvrage. Mais sinon, elle a publié plutôt des thèses, des articles, des romans. C'est comme si il y avait une forme d'intime, une forme de révélation dans la poésie qui peut-être dit autre chose et qui soit est moins remarqué, soit est moins mis en avant par la personne qui les écrit. Je pense à Patti Smith aussi, dont on connaît maintenant bien les romans. Enfin, les romans, c'est pas des romans, mais c'est récits. Just Kids, qui a eu des prix de partout. M-Train, qui, pour moi, est une bible absolue. Je n'ai découvert que plus tard qu'elle écrivait de la poésie et qu'avant tout, elle se décrit poétesse. Elle l'a dit à Laura Adler, donc je n'invente rien et ça m'a fait tellement plaisir parce que c'est ce que j'ai aimé en elle aussi. Elle aime tellement la poésie qu'elle a quand même racheté la maison d'enfance de Rimbaud. Donc il y a une accroche avec la poésie. Laura Kaczynski aussi, pour citer les vivantes, mais qui est une autrice américaine qui est très connue pour écrire du roman, et puis du roman un peu page-turner, avec beaucoup de suspense, des univers un peu fantomatiques. Et en fait, elle écrit aussi beaucoup de poésie. Et pour elle, il y a une interview d'elle sur France Culture, je crois, qui est très intéressante, où elle sépare vraiment les deux dans la manière d'écrire. Elle écrit d'ailleurs pas avec les mêmes outils. Quand elle écrit du roman, elle écrit à l'ordinateur. Quand elle écrit de la poésie, elle écrit à la main. Et elle dit qu'elle y tient beaucoup. Parce que c'est comme si la main prolongeait la part inconsciente du poème. Et elle dit vraiment que pour elle, son poème, il se révèle au fur et à mesure de l'écriture. Et qu'elle en découvre presque le sens elle-même, un peu comme si elle était extraite d'elle-même. Il y a Meret Oppenheim aussi, qui est une artiste plasticienne au départ, qui est connue pour ses œuvres, et notamment pour le déjeuner en fourrure ou déjeuner à la fourrure, je sais plus, qui est une petite tasse de thé en vraie fourrure.
elle fait des expos, elle faisait pour le MoMA, etc. Et en fait, elle a écrit aussi énormément de poésie. Mais j'arrive pas à savoir si c'est que ça n'a pas été mis en avant par la société, les éditeurs, le milieu, ou si c'est vraiment, même depuis l'intérieur de la personne qui écrit, que c'est quelque chose finalement qu'on fait sortir un peu en catimini. Mais à l'inverse, chez les Américaines, c'est vrai que là, pour le coup, la poésie, que ce soit Audre Lorde, Maya Angelou, Nikki Giovanni, qui sont 3 femmes noires américaines, pour elles, la poésie était une arme militante. Et là, c'était à grand bruit. Maya Angelou qui fait un discours pour Bill Clinton. C'est dire la place que prend la poésie. Et parce que outre-Atlantique, il n'y a pas le même rapport. Je fais aussi quand même un distinguo entre les poétesses françaises et le reste, parce qu'en France, on n'a pas du tout le même... Alors toi qui as beaucoup travaillé sur la poésie, je serais curieuse d'avoir ton avis, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une école poétique française dont on a du mal à sortir et qui donne ce résultat d'aujourd'hui où beaucoup de gens peuvent me dire, par exemple, j'ai peur, je suis traumatisée de souvenirs de l'école, j'ai peur de pas comprendre. Moi, je me rappelle de réciter Maurice Carême devant le tableau et j'en ai des sueurs froides. Et on en reste un peu à cette très belle relique d'un temps dévolu. Et alors qu'aux États-Unis, il y a une modernité dans la poésie, elle est accessible, c'est autre chose. Donc je séparerais un petit peu les deux. Mais le choix du poème, ça c'est le grand mystère. Et d'ailleurs Marie-Jeanne Dury, elle s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qui fait que j'écris ? Qui écrit ? Est-ce que c'est moi, uniquement moi ? Est-ce que je capte quelque chose d'une forme de divin, comme pouvait dire Rimbaud ? Est-ce que le poète est une sorte d'intermédiaire entre un ailleurs et l'ici ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui pousse à écrire ? Et qu'est-ce qui pousse à écrire, oui, sur cette forme poétique ? Et quelle forme on choisit ? Certaines ont choisi des formes très passéistes en restant donc sur du vers, en restant parfois sur de l'alexandrin, et d'autres pas du tout, d'autres qui sont allés soit vers la prose. Je cite Anaïs Nin dans le recueil, et là c'est vraiment, on est sur de la prose, donc il n'y a pas de vers, il n'y a pas de retour à la ligne, ce sont des textes longs. Ou du vers libre. Le vers libre, c'est quand on est quand même sur une forme versifiée, donc on va à la ligne, ça ressemble à un poème, mais il n'y a pas de rime, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de strophe. Donc après, voilà, déjà, pourquoi on écrit de la poésie ? Grande question. Et dans cette poésie-là, quelle forme on choisit ? Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, en tant que lectrice, c'est la part fragmentée, quoi. C'est le fragment. C'est de se dire, le poème, on y a accès comme c'est un petit bijou, quoi. C'est un petit trésor qu'on trouve, et en fait, un seul vers peut suffire. Un seul vers peut vous marquer à vie. Tu vois, on parlait des poèmes d'Apollinaire. Je sais que, voilà, en étant jeune, de lire ces déclarations d'un homme à cette femme par le biais de poèmes, ça prenait une forme beaucoup plus imaginaire, quoi. Beaucoup plus romantique, mais pas dans le sens niais du terme, mais dans le sens un peu noble du terme, quoi. Alors, moi, y a une poétesse dont tu parles, et qui s'appelle Marie Krzezinska, dont tu dis, après vérification sur Wikipédia, qu'elle est l'inventrice du vers libre, et tu parles de la manière dont, de son vivant, peu de temps après qu'elle ait commencé à publier ses poèmes, on lui a dénié cette invention, et quelqu'un d'autre a acclamé l'invention à sa place, un homme évidemment en l'occurrence. Et du coup, ça a soulevé pour nous un peu la question de la réception des écrits de ces poétesses à l'époque. Parce que ce qui est assez marquant, c'est que je pense l'aventure de Krzezinska, c'est on pourrait dire le cas d'école ultime, mais en vérité il y a aussi beaucoup de poétesses qui de leur vivant sont très reconnues, sont encensées, soit par des poètes qui existent déjà, soit par la presse même parfois, et pour autant elles disparaissent littéralement du champ littéraire académique ou pas après leur décès. Et du coup on se demandait comment est-ce que tu as perçu ça, et qu'est-ce que ça t'a fait en le découvrant, puisque comme tu t'es beaucoup attaché à leurs histoires respectives, je suppose que tu as exhumé énormément d'histoires comme celle-ci.
Oui, bah alors le cas de Marie Krzyzewska, oui, c'est en fait donc elle n'a pas inventé vraiment le vers libre puisque Rimbaud a fait du vers libre, mais en fait même Rimbaud, j'ai relu encore des choses récemment, s'inspirait de très vieux poèmes. Donc en fait ça existait, c'est-à-dire que certains poètes ont osé démanteler un petit peu les règles du poème. Mais Marie Krzyzewska, ça a été l'une des premières à donner un titre, une forme et à politiser ça en disant c'est du vers libre et c'est vers là qu'on doit aller. C'était une forme de modernisme. Et oui, effectivement, à ce moment-là, c'est la panique. Un type qui s'appelle Gustave Kahn, sort un recueil et dit mais non, c'est moi l'inventeur. Sauf que le recueil de Marie Krzyzewska, il sort quelques mois après lui, mais c'est un recueil de vieux poèmes qu'elle publiait dans des revues, donc qui sont antérieurs au recueil de ce monsieur. Et je crois tout à fait en l'espèce de poli, enfin c'est-à-dire je crois volontiers que ce monsieur avait eu la même sensation qu'elle. Je pense qu'ils étaient sur. Mais par contre, là où c'est cruel, c'est que il n'était pas question que le vers libre soit associé à une femme. Et Marie Krzyzewska, je cherchais si elle était polonaise ou je ne sais plus. Elle arrive à Paris. C'est une jeune femme et elle, pour le coup, elle vient étudier le français et la poésie et enfin, elle vient étudier la musique d'ailleurs, mais au final, elle se prend pour la poésie et elle va dans des clans clandestins d'écriture et de déclamation de poèmes où elle est la seule femme. Elle est la première femme à se représenter au Chat Noir. Et pour la plupart, effectivement, moi, je pensais qu'elles avaient disparu parce qu'elles n'avaient pas été reconnues. Je m'étais dit, peut-être que... Alors, d'abord, je m'étais dit, peut-être qu'il n'y en a pas. Eh bien, si, il y en a plein. Ensuite, il y en a. Ok, alors peut-être qu'elles n'ont pas été reconnues parce que c'était très dur de publier, qu'elles n'ont pas réussi. Eh bien, si. La plupart ont eu des prix d'une excellence immense. Je crois que Gérard Deauville, c'est la première femme à avoir eu le Goncourt de poésie. Il y a eu des prix de l'Académie française. Elles ont été chevaliers des arts et des lettres. Donc, en fait, beaucoup de leurs vivants ont eu une reconnaissance. La plupart ont été dans les surréalistes. Gisèle Prassinos, Angèle Vanier ont été préfacés par Éluard. Enfin, le talent, la reconnaissance était là. Et pour autant, elles ne sont pas restées. Donc là, on est sur du systémisme, on est sur un système qui choisit qui reste. Et qui choisit, c'est l'élite. Et de qui est formée l'élite? D'hommes. Et donc, on assiste à un écrémage. Et moi, quand j'ai commencé le projet, naïvement, je pensais trouver ces femmes dans les anthologies de poésie, des anthologies énormes qui couvraient plusieurs siècles. Alors oui, j'allais trouver Lucie de la Rue-Mardrus, j'allais trouver Marceline Desbordes-Valmore et Anna de Noailles. Voilà, pour les poétesses. René Vivien. C'était les 4 poétesses françaises, pour lesquelles il y avait un petit consensus quand il n'y avait pas un petit tacle condescendant dans la biographie. Et c'est pour ça que je m'étais dit que ça allait être très 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 difficile de les trouver. Et en fait, ensuite je suis tombée sur l'anthologie de Jeanne Moulin et plus tard je suis tombée sur l'anthologie de Rosemonde Gérard qui est dans mon recueil aussi et qui était l'épouse de Edmond de Rostand qui a écrit Cyrano de Bergerac. Et c'est grâce à elle d'ailleurs qu'il a été publié. C'est elle qui a envoyé ces recueils pour les faire lire et les faire éditer. Ils avaient 20 ans. Et elle aussi a fait son anthologie. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de création du coup? Là, tu évoquais du coup Inktober où ça avait été l'idée de départ. Comment ça s'est passé ensuite là pour l'anthologie finale? Alors l'anthologie finale reprend un certain nombre de mes dessins, évidemment. Elles sont 50, donc moi je m'étais dit mes dessins sont déjà presque tous là. J'avais, je crois que j'ai ajouté 10 poétesses inédites. J'en ai enlevé certaines, soit parce que, comme je l'ai dit, j'avais pas assez d'informations. Et pour celles qui n'avaient pas encore de dessin, donc il a fallu me remettre dans un conditionnement, parce qu'il faut savoir que Inktober, quand on y participe, on est vraiment dans un état d'esprit très particulier. On est dans une sorte de bulle. Tous les jours, on doit faire ça. On sait que énormément de dessinateurs et de dessinatrices font comme nous. Donc, on fait partie d'un grand tout. On sent une excitation générale. On sent un mouvement un peu stimulant. C'est d'ailleurs pour ça que tant de dessinateurs participent. Donc, quand j'étais dans cette émulsion, quelque part, ça sortait un peu tout seul. Mais quand il s'agissait de m'y remettre à froid,
au milieu de 4 commandes pour la jeunesse ou pour machin, pour truc, et de me dire bon alors attends, là ce soir faut que je fasse. Alors déjà c'était la nuit. J'arrivais pas du tout à retrouver cet état d'esprit de jour. Ce qui n'était pas évident à concilier avec le rythme de travail. Je n'arrive pas à... Il me faut vraiment une plage horaire longue. Il me faut du calme. Donc il faut que mes chats aient mangé, mon mec ait mangé, que personne m'appelle et qu'on soit dans un moment de calme. Et ça pourrait être au creux de l'après-midi, à 15h, mais vraiment, non. Il y a aussi quelque chose dans la poésie qui va très bien avec l'obscurité, qui va très bien avec la nuit. Donc en général, j'attendais la nuit et là, vraiment, je prenais des centaines de feuilles de papier, je relisais mes poèmes, je les recopiais. Le fait de les écrire, il y avait quelque chose déjà de presque, j'appelais l'inspiration à venir. Je prenais des papiers calques aussi beaucoup. J'avais pour certaines, Marie-Claire Bancard par exemple, il y a des papillons, il y a du corail. Je bossais beaucoup avec des bouquins j'ai perdu le mot, d'histoire naturelle, où j'allais décalquer je voulais vraiment surtout ne pas passer par le numérique le moins possible. Et donc, j'avais mes encres, mes papiers à l'ancienne, mon cahier de papier calque, ma documentation. Et à ce moment-là, je cherchais un support sonore. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand je le pouvais, c'était de chercher la voix de cette femme ou de chercher un documentaire sur elle ou une émission de radio sur elle. Et souvent, j'ai trouvé. Il y avait quand même des bonnes archives. Sur YouTube, on trouve des super vieilles émissions des années 70, 80, 90 de radio, et ça c'était génial. Je pense à Catherine Pozzi par exemple, pour laquelle j'ai refait le dessin parce que pendant mon Inktober, j'avais fait une erreur, j'avais cru citer un poème de Catherine Pozzi, et un jour une spécialiste de Catherine Pozzi m'a dit « Ah non, attention, c'est un poème d'Anna Donoï !» Et j'ai dit « Ah non !» Donc du coup j'ai refait une sélection, etc. Et pour Catherine Pozzi, j'avais écouté une émission pendant que je la dessinais, donc ça me permettait d'entrer dans une forme de petite auto-hypnose, petite transe, on l'appelle comme on veut, mais où je lâche un petit peu du lest. Parce que c'est vrai que les dessins que je propose dans l'anthologie sont des dessins que je n'ai pour l'instant jamais exploités dans mon travail de papier, mon travail d'illustratrice. C'est des dessins que je pouvais faire sur mon blog ou sur Internet, mais que j'avais jamais publiés. Donc quand je le faisais pour Internet, justement, ça allait. Mais quand là, je le faisais en sachant que c'était pour un livre qui allait rester, qui allait être imprimé, la pression était énormissime. Donc j'essayais de rentrer dans cet état où la main court un peu, je faisais des tonnes de crayonnés. Quand j'avais trouvé mon image, je scotchais le calque vraiment par morceaux. Et ensuite, je redécalquais tout à la table lumineuse. Donc c'est une planche blanche qui s'éclaire, qui se rétroéclaire par en dessous, sur laquelle je pose mon dessin que j'ai fait en crayonné, et par-dessus je mets une feuille blanche et là je le reprends à la plume ou au pinceau, à l'encre. Donc c'était vraiment ultra méditatif en fait comme exercice et c'était très agréable. Du coup, on va terminer le cycle des questions avec celle que je vais te poser. Je suppose qu'ici, il y a peut-être pas mal de personnes qui n'ont jamais lu de poésie et pour qui c'est un peu intimidant, aussi pour ce que tu disais tout à l'heure de l'espèce de sacralisation académique un peu boring de la poésie. Et du coup, est-ce que toi, tu aurais peut-être des autrices dont tu penses qu'elles seraient une porte d'entrée un peu chouette pour commencer à en lire quand on n'a jamais eu ce rapport-là? Donc, je pensais à Catherine Voyer-Léger, qui est une autrice canadienne, qui a mon âge, enfin qui a une trentaine d'années, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Prendre corps. Et Prendre corps, ce sont vraiment des micro-fragments, tous dédiés à une partie de son corps. Et après, elle étend aux sensations du corps. Ça part du très petit vers le très grand, mais c'est très, très, très accessible. C'est une langue très claire, très belle. Donc moi, je conseillerais Catherine Voyer-Léger. Je conseillerais aussi Joumana Haddad, pour rester sur les vivantes, qui est une poétesse libanaise sulfureuse qui a écrit sur la sexualité et en arabe, ce qui était une défiance magistrale. Donc le retour de Lilith. Si on est sensible à la thématique de la sorcière et de l'érotisme, je pense que c'est un recueil qui est vraiment délicieux. Je ne crains pas Satan, car Satan rêve de moi. Voilà, ça vous donne quand même un avant-goût.
Et je dis dans le recueil aussi que j'ai beaucoup fait lire Marie-Claire Bancard. Il y a une anthologie d'elle chez la NRF, chez Gallimard, là aussi qui est très vaste, qui recoupe pas mal de thématiques de sorcières aussi. Elle était très inspirée par cet univers-là, mais pas que. C'est très mélancolique, il y a beaucoup de nature aussi. Et les poèmes ont une forme que je trouve aussi un peu cryptique, mais pour autant accessible. Moi, je l'ai beaucoup fait lire, celui-là. Et une dernière, toutes. Non, et Anis Colt aussi, qui est toujours vivante, qui est luxembourgeoise et qui a abandonné la langue allemande, sa langue maternelle, après la Seconde Guerre, en réaction contre le nazisme, et qui s'est mise à écrire en français, et qui a eu le prix Goncourt de la poésie, ou le prix de l'Académie française de la poésie, je sais plus l'un ou l'autre, en 2017, qui est une très vieille dame, mais qui publie encore. Et c'est somptueux. Voilà. Ce seraient mes petits conseils pour démarrer, mais c'est tellement subjectif, ma foi, que... Merci et bravo pour cette anthologie, parce que justement ça fait ce travail-là de donner à découvrir quand on connaît pas, et bravo. Ouais, vraiment, c'est parce que c'est très beau et c'est très bien choisi, ça donne vraiment envie de continuer, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Si ça vous intéresse, alors je vais vous donner la parole, mais si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir l'anthologie, du coup on l'a devant, et on a fait une petite sélection du coup des poétesses qui sont présentes dans Je serai le faux dans l'anthologie. Tellement émouvant de voir ça. Voir cette table avec tous ces noms. Ah ouais, on dirait chez moi. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez recréer chez vous la bibliothèque de Digli, vous pouvez. Ils sont juste devant. On les a aussi enregistrés sur notre site libresse.com. Donc si vous n'avez pas le temps de noter toutes les références, c'est enregistré sur le site. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site libreste.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.